Je parcourrai la terre entière, dragon avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Aujourd'hui, on va faire court pour l'intro, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà ce qu'est un Pokémon. Vous savez aussi probablement que l'univers de Pokémon évolue par vagues, qu'on appelle des générations, qui ajoutent de nouvelles mécaniques, de nouvelles régions, de nouveaux jeux, et surtout de nouveaux Pokémon. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première génération, sortie en 96 au Japon et en 98 en Occident, et qui comporte 151 créatures dont on va regarder les origines. Par origine, je veux dire les éléments réels ou pas de notre monde qui vont inspirer le design et les propriétés de certains Pokémon. J'introduis juste une petite notion avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je parlerai des Pokémon par famille, c'est-à-dire par lignée évolutive, base plus évolution, et pour chacun d'entre eux, vous aurez au centre des informations que j'ai pas besoin de vous expliquer, comme les noms français et japonais, le ou les types et le numéro dans le Pokédex. Et en plus de ça, on rangera dans la colonne de droite 1, 2 ou 3 éléments qui ont inspiré ce Pokémon. Mais surtout, on aura en haut à gauche un niveau d'intérêt qui va de 1 à 3. À quoi ça sert? Prenons une famille genre Abo et Arbok. C'est des serpents, et voilà. Y a rien de plus à dire dessus, c'est pas spécialement fun ou original, on se fait chier, niveau 1. Si on prend Soporifique, on a une base de tapir, mais aussi un peu de légende avec une créature mythologique qui a des trucs à dire, niveau 2. Et si on regarde des Pokémon comme Articodin, on a un animal réel, un animal mythologique et une saison, et on est dans un trio de Pokémon qui ont des origines liées, niveau 3. Et la répartition de ce niveau d'intérêt dans notre première génération, c'est ça. Donc si vous vous faites chier parce qu'on traverse une zone avec juste des animaux, genre là, n'hésitez pas à avancer dans une zone un peu plus croustillante. Sur ce, commençons tout de suite avec nos 3 premiers Pokémon, Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Alors, lézard ou dinosaure? Aucun des deux. L'animal sur lequel Bulbizarre est basé est en fait une grenouille. Une police avec des zones d'ombre, une grande bouche, des yeux sur les côtés de la tête, des pattes courtes et un petit corps carré près du sol. On est sur une grenouille de la famille des Ceratophrys, des grenouilles avec des cornes. Et la plante sur son dos, un gros bulbe vert qui ressemble à un oignon. On garde la grenouille pour toute la famille, mais on change de plante pour Herbizarre. On a des feuilles de palmier qui sont réparties autour d'un gros bulbe rose qui est un bulbe de Rafflesia. C'est une fleur qu'on trouve dans certaines forêts d'Asie et qui a 3 particularités notables. Elle ne fleurit que 5 jours par an, c'est la plus grosse fleur du monde et elle pue la mort. Et c'est aussi cette plante dégueulasse qu'on trouve sur le dos de Florizarre, sous forme de fleur cette fois, en haut d'un palmier avec des feuilles en bas. Deuxième famille de starters de cette génération, probablement la plus connue, la lignée légendaire Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Et on va tout de suite regarder le nom original de Reptincelle, Lizardo, soit une transcription en japonais du mot anglais lizard. Salamèche est donc basé sur un lézard. Et là je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que Salamèche n'est pas basé sur un lézard mais sur une salamandre, un animal qui ressemble à un reptile mais qui est en fait un amphibien. Et la particularité de la salamandre, c'est que si on la met dans le feu, elle meurt. C'est un amphibien qui naît et qui grandit dans l'eau, si on la met dans le feu, ça brûle. Cependant, c'est un animal qui hiberne dans des souches, et au Moyen-Âge, quand les gens mettaient des souches au feu et voyaient des salamandres en sortir, ils pensaient que la salamandre sortait des flammes et résistait au feu. Salamèche est donc basé sur la salamandre légendaire, un animal de fiction qui résiste effectivement au feu, mais aussi sur un lézard classique. On ajoute juste le feu et on a les inspirations dans notre starter. On garde 2 éléments pour Reptincelle, et on va juste regarder la seule différence notable avec sa préévolution, sa corne sur le front. Certains disent que ça vient du Parasaurolophus, un dinosaure ayant vécu il y a un peu plus de 70 millions d'années, mais on n'a pas besoin d'aller chercher aussi loin, regardez. Le lézard à cornes. Il est tout petit, il vit aux États-Unis et il est tout mignon, c'est Reptincelle. Enfin pour Dracofeu, pas beaucoup de suspense, on garde la salamandre, on garde le feu, mais on se base sur un dragon, plutôt un dragon européen qu'asiatique vu la forme du corps. Dernière famille de starters de cette génération, et surprenamment c'est la plus intéressante des 3, Carapuce, Carabaf et Tortank. On va commencer par le plus évident, ce sont tous les 3 des tortues. Des tortues d'eau douce, pas de mer, d'après leurs pattes griffues et pas palmées. Et la queue ondulée que possède Carapuce est une référence à la Minogame, une créature mythologique du folklore japonais qui est certes une tortue, mais sur laquelle poussent des algues qui forment une espèce de queue, la même qu'on retrouve sur les 2 premiers Pokémon de cette famille. Pas grand chose à dire sur Carabaf, c'est juste une version un peu plus grande et aussi un peu plus énervée de Carapuce, avec à nouveau cette queue et ses oreilles qui font toujours référence à la Minogame. Et là il y a un truc bizarre. Quand Carabaf évolue en Tortank, il perd complètement tous ses attributs mythologiques, ses oreilles et sa queue ondulée, et il commence avec des gros canons. J'aimais pas trop Tortank quand j'étais petit, déjà parce qu'une tortue avec des canons c'est moins bien qu'une grenouille avec une fleur qui pue, et surtout parce que c'est pas du tout cohérent avec les 2 Pokémon précédents. Et tout ça s'explique avec 2 images. Ce sont 2 leaks des premières versions des premiers jeux qui contiennent de nombreux Pokémon qui n'ont jamais vu le jour. Et en l'occurrence, on constate qu'on a 2 lignées évolutives de tortues, une avec des oreilles et une queue de plus en plus développées, avec Carapuce, Carabaf et une évolution qu'on ne connaît pas, et une autre avec une tortue beaucoup plus ronde qui fait des bulles, et notre Tortank. A la base, les 2 lignées étaient séparées, mais à cause des ressemblances entre celles-ci ou du manque de place sur les cartouches, elles ont fusionné pour nous donner celle qu'on connaît aujourd'hui, malgré les différences très marquées entre le 2e et le 3e Pokémon.
Tortank est donc un Pokémon adopté, et ça le rend beaucoup plus intéressant à mes yeux maintenant que je connais son origine. Maintenant qu'on a fait les starters, on va passer à une lignée beaucoup plus simple, Chenipan, Chrysacier et Papilluson. Chenipan est, vous vous y attendiez, une chenille. Laquelle? Celle-là. La chenille du Papilloglocus, ou Papillon glauque en français. Bon, il y a des éléments qui viennent d'autres espèces de chenilles, comme la chenille du Papilloxutus, mais ça reste juste une chenille. Chrysacier est quant à lui une chrysalide, c'est-à-dire l'état intermédiaire entre la chenille et le papillon. Quelle espèce de papillon? Celle qui lui ressemble le plus, c'est la pierrite de rave. Et pour Papilluson, c'est un papillon logique, probablement de l'espèce de pierrite de l'aubépine d'après les motifs sur ses ailes. Allez, on fait encore 3 Pokémon inspirés d'insectes et on passe à des animaux. Aspico, Coconfort, Dardarnian. Un seul mot, guêpe. Aspico est une larve de guêpe, Coconfort est une larve de guêpe à l'état de lymphe, et Dardarnian est une guêpe adulte. Un seul détail à ajouter, les grosses lances qui servent d'avant-bras à Dardarnian. Roucoule, Roucoups et Roucarnage. Alors oui, ce sont des oiseaux, mais c'est pas si simple que ça. Premièrement, contrairement à ce que leur nom anglais et japonais indiquent, avec notamment Roucoups qui s'appelle en japonais pigeon, c'est pas du tout des pigeons. Pour Roucoule, on peut remarquer les ressemblances avec les moineaux domestiques, et Roucoups se rapproche plus d'un oiseau de proie comme un aigle royal ou d'une espèce d'oiseau américaine appelée les jaseurs d'Amérique. On va garder l'aigle royal pour Roucarnage, et pour sa crête colorée, il y a 2 camps. Elle vient soit de la famille des cacatuidés, dont font partie les perroquets, soit des punks. J'aime bien la théorie des punks, mais j'y crois pas trop, donc on va rester sur les oiseaux. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette famille? Non. Il y a un élément commun à ces 3 Pokémon dont on n'a pas parlé, les marques noires autour des yeux. Ça semble être un petit détail sans importance, mais est-ce que vous connaissez un peu la mythologie égyptienne? Pas besoin d'être expert et de tout connaître, bien sûr, juste 2 dieux, Horus et Ra. Des divinités associées dans l'Égypte antique, entre autres au soleil, et très souvent représentées avec des têtes de faucons. Et on remarque sur les visages de nos 3 Pokémon les mêmes marques que sur les représentations de ces 2 dieux. Donc on est sur une famille d'oiseaux inspirés par des divinités antiques. Suivant, Granipio est un gland. Et c'est surtout un Pokémon de la 3ème génération, donc il n'a rien à faire dans cette vidéo, ça dégage. Rattata et Rattatak sont des rats, un violet et un orange, rien de foufou. On met rat domestique et rat arboricole à crête rousse, et moi je m'arrête là, mais la plupart des sources parlent du Hokamuri, un vêtement noué sur la tête des voleurs et auquel les moustaches des 2 rongeurs sont censés faire référence. Je vais mettre ça sur la table maintenant, il y a très peu de Pokémon pour lesquels les créateurs ont explicitement parlé de leurs inspirations, donc quasiment toutes les origines dont je vais parler dans cette vidéo peuvent être débattues ou remises en cause. Si vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez des choses à ajouter ou compléter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, je vois toujours pas le Hokamuri, donc on passe à la famille suivante, Piafabec et Rapace de pique. Fun fact, dans la première version de mon script, je les avais oubliés parce qu'ils sont chiants comme la mort. Un petit chapelet de noms d'oiseaux suffira, moineau, pigrièche, vautour, condor et bécasse. Heureusement les 2 suivants sont un peu plus inspirés. Abo et Arbok sont des serpents. J'ai menti, ils sont pas inspirés du tout. Abo ça veut dire boa, son nom anglais c'est Ekans, snake à l'envers, et en japonais c'est aussi Abo. C'est un serpent inspiré de la famille des Dasypeltis, des serpents qui mangent des œufs, et voilà. Et Arbok c'est un cobra indien avec un motif de visage, comme le cobra indien, et voilà. Certaines sources disent qu'ils sont inspirés du basilic, une créature légendaire, mais c'est toujours juste un serpent. On enchaîne avec une icône de la 1ère génération et de la franchise en général, le Pokémon le plus connu de toute la licence, Pikachu, qui est bien évidemment inspiré d'un Daifuku. C'est une pâtisserie japonaise avec du mochi et de la pâte de haricots rouges. C'est pas une blague. Retour en 1996. Ken Sugimori est en train de designer la 1ère génération de Pokémon pour les jeux qui vont sortir au Japon la même année, et il lui faut une lignée électrique avec 2 évolutions. Mais il a du mal à créer quelque chose de mignon. Alors il fait ce que n'importe quel homme japonais des années 90 aurait fait, il demande à une fille. Ça me paraît parfaitement logique. Le Japon! Bref, Sugimori demande à Atsuko Nishida de designer cette lignée, et elle crée un Pokémon rond et mignon basé sur un Daifuku. Quand elle montre ce design à Koji Nishino, 3ème membre du trio des designers de la 1ère génération, il lui demande de faire quelque chose d'encore plus mignon. Nishida adore les écureuils et s'inspire de leur capacité de stocker de la nourriture dans leurs joues en faisant un écureuil électrique qui stocke l'électricité. On voit quand même encore les formes et les couleurs du Daifuku dans les premières apparitions de Pikachu, puis sa silhouette s'affine au cours du temps pour devenir celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Pikachu c'est un écureuil électrique, mais aussi un Daifuku. Et pour ceux qui disent que ça viendrait du Pika, un mammifère proche du lapin, le nom Pikachu vient de Pika, onomatopée japonaise pour les étincelles, et Chu, bruit de la souris en japonais, donc pas de rapport avec le Pika. Pour Raichu c'est la même chose, c'est un écureuil électrique, il est juste plus gros. Et qu'en est-il de Gorochu? Bah oui, Gorochu, le 3ème Pokémon dans la lignée évolutive qu'on a évoqué dans l'histoire. Et bah il a brièvement existé et on a retrouvé un sprite vu de dos qui ressemble à ça. Les fans ont essayé de reconstituer son potentiel design, qu'on ne verra malheureusement probablement jamais dans aucun des jeux officiels, car il a été retiré de la 1ère génération pour des raisons d'équilibrage. On aura quand même l'apparition dans la 2ème génération de Pichu, pré-évolution de Pikachu. Suivant, Sablette et Sablero. On va parler d'un animal qui a plus trop la cote depuis quelques années, le pangolin. On a des écailles, des griffes, un animal qui se roule en boule et qui vit dans le désert, c'est une des inspirations pour ces 2 Pokémon. On peut aussi ajouter le tatou pour Sablette, et si on jette un coup d'œil à la forme d'Alola, on voit que ça, c'est un igloo, et donc que ça, c'est un mur de briques.
Pour Sablero, la forme rappelle plutôt un échidné, un animal plutôt rigolo qui ne vit qu'en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ses griffes légèrement recourbées au bout, surtout pour la forme d'Alola, rappellent des pics à glace. Nidoran femelle, Nidorina et Nidoqueen sont des lapins ou des lièvres, on sait pas trop. Du coup on va prendre les lagomorphes, un ordre de mammifères dans lequel on trouve les lapins, les lièvres et les pikas. Certaines sources évoquent aussi le lapin lunaire, ou lièvre de jade, une forme de lapin visite par pareidolie sur la lune et dont parlent entre autres les mythologies chinoises et aztèques. Bon, moi je vois un poisson, mais chacun ses goûts. On va ajouter un deuxième animal dans cette famille, parce que les lagomorphes c'est rigolo, mais ça, c'est pas un lapin. Il y a une corne, une queue, des espèces de plaques robustes comme une armure, on est plus sur un rhinocéros ou un gorille. On va aussi ajouter les solénodontes, une famille de musaraignes venimeuses dont Nidoran tire probablement son type poison. Et pour Nidoqueen, on a également un élément qui n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler, un vêtement. Je sais pas si vous le voyez, et je sais pas si vous allez être d'accord, mais là, il y a un bikini. Nidoqueen, c'est un rhino lapin en bikini. On a une toute dernière inspiration, mais exceptionnellement, on va aller chercher la prochaine famille pour en parler. Nidoran mâle, Nidorino et Nidoking. Nidoran mâle et Nidoran femelle, c'est la même espèce, mais les deux Pokémon n'ont pas du tout la même apparence. Et vous allez me dire, oui, comme chez certains animaux, comme le canard ou le lion, c'est pas très intéressant comme remarque. Et effectivement, le fait que des animaux d'une même espèce aient des caractéristiques différentes en fonction de leur sexe, c'est quelque chose de pas si rare dans le monde animal, et ça s'appelle le dysmorphisme sexuel. Et des fois c'est assez impressionnant, comme pour le baudre des abysses, un poisson immonde dont la femelle est environ 8 fois plus grosse que le mâle. Sauf que pour les Pokémon, ce concept n'existe pas. En 1996, un carapuce mâle c'est ça, et un carapuce femelle c'est ça. Un recul mâle c'est ça, et un recul femelle c'est ça, et c'est la même chose pour tous les Pokémon, sauf Nidoran mâle et Nidoran femelle, qui sont donc tous les deux basés sur le concept de dysmorphisme sexuel, et leurs évolutions également. Seule différence entre les deux familles en termes d'inspiration, Nidoking. Il est en partie inspiré comme les autres des lapins et des rhinocéros, mais surtout, c'est Baragon. Mêmes oreilles, mêmes cornes, même mâchoire, on voit clairement l'inspiration du kaiju japonais qui a notamment affronté Godzilla dans un film sorti en 2001, et qui a fait ses débuts en 1965 en affrontant la créature de Frankenstein. C'est un film dans lequel le cœur de la créature de Frankenstein est transféré à Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, et où la créature devient géante à cause des radiations et affronte Baragon. Et ça a l'air incroyable. Numéro 35 et 36, Mélofée et Mélodelphe sont des boulasses roses, et contrairement à tous les Pokémon qu'on a cités avant, ne ressemblent pas à un animal clairement identifiable. C'est pas des oiseaux, c'est pas des lapins, c'est pas des insectes, alors c'est quoi ? On peut citer les fées, des créatures mignonnes qui aiment jouer et qui volent, et certaines personnes parlent du lapin de la lune qu'on a vu juste avant, parce qu'ils évoluent avec une pierre lune et qu'il semble y avoir un rapport avec la lune et l'espace en général. Ah, et il y a cet extrait dans l'animé aussi. Donc ils viennent de l'espace, c'est des aliens. Pourquoi pas ? Ces deux-là sont plutôt connus, Goupix et Fenard sont inspirés bien évidemment de renard, mais surtout de Kitsune, une créature renarde avec des pouvoirs mystiques du folklore japonais. La puissance et la sagesse du Kitsune augmentent avec son nombre de queues, qui peut aller jusqu'à 9 comme pour Fenard. On a alors affaire à un Kyuubi no Kitsune, littéralement renard à 9 queues, comme pour Kurama dans Naruto. De retour avec des boules roses à poils, Grand Doudou et Gros Doudou sont basés sur des doudous, quelle surprise. Ils sont aussi basés sur des ballons, vu qu'ils peuvent gonfler et se déplacer en flottant, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ah non pardon, c'est Kirby, j'ai confondu, c'est une autre boule rose mignonne créée par Nintendo dans les années 90 et qui peut flotter, donc j'ai confondu. On va quand même ajouter Kirby dans les inspirations de Rondoudou du coup. Et pour Gros Doudou, est-ce que je vous ai parlé du lapin de la lune? Encore! Sauf que cette fois ça marche, parce qu'on dirait vraiment un lapin et qu'il évolue avec une pierre lune. Donc on peut enfin ajouter pour de vrai le lapin lunaire à nos inspirations. Nosferapti et Nosferalto sont des chauves-souris appelées vampires, des chauves-souris de la famille Desmodontinae, qui se nourrissent du sang d'oiseaux ou de petits mammifères. Ajoutons à ça que les deux sont munis d'une grande bouche avec des crocs et que Nosferapti est très sensible à la lumière du soleil, et on constate qu'ils sont aussi inspirés des vrais vampires. Qui sont pas vrais du tout parce que c'est des créatures légendaires, mais quand on dit vampire vous pensez à ça et pas à ça. Dernier petit détail qui saute aux yeux, certains Pokémon perdent des membres ou des capacités en évoluant, comme Togekiss qui perd ses bras ou Ampiflore qui ne peut plus marcher. Certains en gagnent, comme Marest qui a maintenant des bras ou Papillusion qui apprend à voler, et Nosferalto gagne carrément un sens, la vue. En effet, Nosferapti n'a pas d'yeux, comme ce poisson, cette écrevisse ou cette salamandre, qui vit dans des endroits si sombres qu'ils n'ont pas d'utilité pour ses organes et qui se repèrent avec le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être terrifiant de gagner d'un coup la capacité de voir. C'est comme si demain matin tu te lèves et tu te rends compte que tu peux percevoir la température à plusieurs mètres, comme ça. Et ça doit être très perturbant. Pour Mystère Bortidera-Flesia, on va faire appel à vos souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans Harry Potter? C'est une scène du deuxième film, dont vous vous souvenez probablement si vous les aimez un peu, mais est-ce que vous vous souvenez du nom de cette plante? La mandragore. 10 milliards de points pour Nintendo.
La mandragore est une plante qui ressemble à ça, et qui selon certaines légendes moyenâgeuses, pousserait un cri mortel quand on la sort de terre. Cette légende a été reprise pour Harry Potter, mais aussi pour Miss Herbe, puisque le Pokémon dit qu'il crie quand on le déracine. Sauf que Miss Herbe est beaucoup plus mignon que les vraies racines de mandragore, qui ressemblent plutôt à ça. Attention, question à 1 million, de quelle fleur qu'on a déjà évoquée dans cette vidéo s'inspirent les 2 derniers Pokémon de cette lignée? Un indice, celui-ci s'appelle Rafflesia. La bonne réponse est bien évidemment la tulipe, sous forme de bourgeon pour orchide et de fleurs adultes pour Rafflesia. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de trucs dégueulasses, non? Bon, on a eu la fleur qui pue la mort et les animaux sans yeux, mais rien de vraiment horrible pour l'instant. Alors on va regarder du côté de Paras et Parasectes, qui sont des animaux infectés par des champignons, youpi! D'après leur type insecte-plante et leurs apparences, Paras est basé sur une nymphe de cigale et Parasecte sur un Bernard l'ermite. Et sur leurs 2 carapaces, on trouve ce magnifique champignon rose, qui est en fait un parasite qui les tue lentement et contrôle le corps de son hôte jusqu'à sa mort. Ce champignon est un Tochukaso, qui est un vrai champignon du genre des cordyceps, qui infecte des larves et remplace leur tissu par du mycélium. J'ai aussi 2 descriptions du Pokédex de Parasecte. Quand il n'y a plus rien à extraire de l'insecte, les champignons sur son dos laissent leurs spores dans ses œufs. L'autre insecte est drainé de son énergie par les champignons sur son dos. Il semble qu'il pense à sa place. Ce truc est mort, et toute sa descendance le sera bientôt. On passe à la suite. Et on reste dans les insectes dégueulasses avec Mimitos et Aéromythes, qui sont des mythes. Mimitos est une mythe australienne qui ne vole pas, avec des poils dégueulasses, munie d'antennes d'insectes de la famille des Ascalafidae, comme par exemple l'Ascalaphe soufré, qui d'après sa page Wikipédia se distingue de l'Ibelloïde longicornis, l'Ascalaphe commun, par la zone noire basale de l'aile postérieure qui atteint l'angle anal. J'ai aucune idée de ce que je viens de dire, mais bref, les antennes, et on a aussi des yeux de mouche. Et pour Aéromythes, on a des yeux et des ailes de Chrysopidae sur un truc en forme de phalène du sureau, qui sont respectivement une mythe et un papillon de nuit, rien d'exceptionnel, donc on laisse tomber les insectes et on passe à Taupiqueur et Triopiqueur. Sur quoi sont basés ces 2 Pokémon? Vous allez me dire une taupe. Alors oui, mais non, c'est pas exactement une taupe, ou plutôt c'est pas une vraie taupe. Cette forme parfaitement ronde et ce crâne parfaitement lisse, c'est pas seulement une représentation mignonne d'un animal, c'est aussi une référence au jeu d'arcade de la taupe ou Whack-A-Mole en anglais. Vous savez, ces jeux où il faut taper le plus vite possible sur des éléments qui sortent du sol, et c'est souvent des taupes avec cette forme très lisse qu'on retrouve chez Taupiqueur. Et Triopiqueur, c'est dans le nom, il y en a 3, et voilà. Suivant, Miaous et Persan ont l'air d'avoir des designs extrêmement peu inspirés. C'est des chats avec des pièces sur le front. C'est vrai, mais on va quand même compléter un peu. Miaous est un chat siamois avec sur le front un koban, une ancienne pièce japonaise utilisée pendant l'ère d'Edo, du 17e au 19e siècle environ, et si on regarde bien sa pose, on constate qu'il a assez souvent une seule patte levée, ce qui est une référence au Manekineko, une petite statue de chat porte-bonheur qu'on trouve partout au Japon. La légende dit que le samouraï Ii Naotaka se déplaçait dans une forêt pendant un orage et qu'il a aperçu un chat. Il a alors fait ce que tout le monde aurait fait, il s'est arrêté pour papouiller le chat. Et là, bam, la foudre tombe sur un arbre tout proche qui vient s'écraser juste là où il était. Naotaka est donc vachement content d'avoir vu le chat et de l'avoir papouillé, et le couvrira d'or lui et son propriétaire pendant toute leur vie. C'est pour ça que ce chat porte-bonheur, et c'est de cette histoire qui a inspiré Miaous. Et Persan est inspiré des cougars. L'animal, c'est un autre mot pour dire puma. Et le joyeux sur son front est inspiré du carbuncle. Et attention, si vous ne savez pas ce que c'est que le carbuncle, ou carbuncle, je sais pas comment ça se prononce, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai tapé carbuncle sur Google et j'ai été dans images. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que le mot carbuncle a 2 sens. Il y a la créature carbuncle, un animal mythologique d'Amérique du Sud, qui ressemble à l'animal que vous voulez suivant la description que vous choisissez, mais qui est souvent un chat et qui a sur le front un joyau ou une pierre précieuse qui fait parfois de la lumière. Et il y a le carbuncle médical, qui est, je cite, une infection staphylococcique de l'appareil glandulaire phylosébacé, caractérisée par l'agglomération de plusieurs furoncles à tendance nécrosante. N'allez pas voir ça s'il vous plaît, c'est crado. Contentez-vous du chat avec son truc sur le front, retenez qu'il est inspiré Persian et on avance. Psychoquack est un canard. Quelle espèce? Un canard en plastique. Sa morphologie rappelle aussi un peu l'ornithorynque, surtout au niveau des bras et de la tête. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, il a des pouvoirs psychiques mais n'est pas lié à une légende ou une créature de fiction, donc pouvoir psychique et voilà. En revanche, Aquaquack est inspiré du canard et de l'ornithorynque mais aussi du kappa, une créature du folklore japonais. Et le kappa, faut que je vous en parle. Ce que je connaissais sur le kappa avant cette vidéo, c'est qu'au Japon, dans la campagne, il y a pas mal d'endroits marécageux ou de points d'eau entourés de végétation dense, et ça peut être dangereux de tomber dedans. Donc pour éviter que les enfants aillent jouer dehors et se noient dans un coin paumé d'un marécage, on invente un monstre humanoïde qui y vit et on lui donne une apparence monstrueuse en lui mettant une carapace, des mains, des pieds palmés et un espèce de bec. Et pour justifier qu'on soit en sécurité en dehors des zones d'eau, on lui donne un point faible. Une assiette remplie d'eau sur la tête qui doit rester pleine d'eau, sinon il devient très affaibli et peut être renvoyé croupir chez lui. Ça c'est ce que je connaissais du kappa. Mais en faisant mes recherches, j'ai appris un peu plus, voire même un peu trop. Je vous rassure, on va pas quitter Wikipédia, mais je vous laisse quand même 5 secondes pour avancer à ce timecode si vous voulez pas entendre parler de ce genre de sujet. Fun fact, je peux facilement savoir quelles parties de mes vidéos sont les plus regardées, donc je saurai très bien si vous êtes resté ou pas en fait. Bref, sur la page Wikipédia du kappa, en cherchant des images pour illustrer la vidéo, je suis tombé sur 2 trucs. Déjà ça,
un gros prout dans la gueule d'un kappa, c'est bizarre mais c'est rigolo, et une autre que je ne peux pas vous montrer et que je peux à peine décrire, qui représente 2 kappas en train de commettre un crime puni de 15 ans de prison en France sur une femme. Et en cherchant la source de ce truc, j'ai découvert le shunga, qui est en gros le porno de l'ère d'Edo. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que tentacule, et surtout parce que ça n'a rien à voir avec Pokémon. On laisse le kappa tranquille et on passe à Férosinge et Colosinge. On va aller vite parce que c'est juste des singes. Quelles espèces? Un mélange de Rhinopithèque et de Macaca nemestrina. Et Colosinge a des grandes boxes. On enchaîne avec Caninos et Arcana. Premièrement, on peut noter le côté félin et surtout les rayures noires sur la fourrure orange qui viennent du tigre. Mais les deux ressemblent quand même plus à des chiens qu'à des tigres au niveau de la tête. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher les Shisa. Encore une créature mythologique japonaise qui est un mélange entre un lion et un chien et qui ressemble plutôt bien à nos deux Pokémon et particulièrement à la forme Hisuian d'Arcana. On va aussi ajouter le Sietsi, un autre hybride de plusieurs animaux avec une apparence féline issue de la mythologie chinoise et qui selon certaines histoires cracherait du feu. On a eu des chats, des chiens, des canards, des insectes, des bernard l'ermite, des chauves-souris, des oiseaux et des serpents, mais on n'a pas encore eu de grenouilles ni de têtards. Alors on va regarder Ptitard, Tétart et Tartare. Eux, ils sont un peu dégueux. C'est bien évidemment des têtards avec des grandes box pour les deux derniers, mais est-ce que vous savez d'où vient la spirale sur leur ventre? On va faire un truc, je vous mets une photo quelques secondes, je vous explique ce que c'est et après je remets la photo. Voilà, c'est des têtards trop mignons avec la spirale, mais est-ce que vous avez vu ce que c'est? Indice, la peau du dessous des têtards est transparente, donc on voit leurs organes, et le truc en forme de spirale, c'est leurs intestins. On remet la photo pour regarder? Voilà. Ce que vous voyez, ce qui a inspiré cette lignée de Pokémon, c'est des intestins pleins de caca de têtards. On passe à la suite. Et pour ces trois-là, je vais devoir utiliser un joker. Je sais que j'avais dit 1 à 3 inspirations par Pokémon et que le niveau d'intérêt va de 1 à 3, mais je vais utiliser mon joker et appeler le niveau 4 pour Abra, Alakazam et surtout Kadabra. Accrochez-vous, ça va nous prendre plusieurs minutes. On va commencer par les trucs bateaux, comme les inspirations animales. On retrouve des traits de renard chez les 3 Pokémon, avec en plus un peu d'opossum chez Abra et de dragon chinois chez Alakazam, surtout dans les moustaches. Ensuite, plutôt évident aussi, les 3 ont des pouvoirs. Ils plient les cuillères, ils font léviter des trucs, ils se transforment. On ajoute sujet psy à tout le monde. Un sujet psy, c'est quelqu'un qui prétend avoir des capacités psy, comme la télékinésie ou la télépathie. Dernier détail dont on va avoir besoin un tout petit peu plus tard, les symboles sur le front et l'abdomen de Kadabra sont des symboles de cartes de Zener, des cartes utilisées à partir des années 30 pour faire des expériences sur la clairvoyance. L'expérience la plus répandue était particulièrement compliquée, je vais vous la décrire mais attention c'est dur à suivre. Je prends une carte et tu devines ce que c'est. Et si t'as bon suffisamment de fois, t'es un voyant. Sauf que les cartes étaient pas mises dans le paquet donc tu pouvais faire des stats sur celles qui restaient, que les premières versions des cartes étaient un peu transparentes donc on voyait un peu à travers, bref, ça n'a jamais prouvé quoi que ce soit en termes de clairvoyance ou de pouvoir psychique. Et là où ça commence à devenir marrant, c'est quand on regarde leurs noms japonais, Casey, Jungerer et Fudin, qui sont des transcriptions des noms de Edgar Cayce, Yuri Geller et Harry Houdini. Je n'en connaissais qu'un avant de faire mes recherches et c'est probablement votre cas aussi. Houdini, de son vrai nom Eric Weiss, était un illusionniste américano-hongrois connu notamment pour ses évasions. Et il est aussi accessoirement le premier homme à avoir volé dans un avion motorisé en Australie. Qu'est-ce que Houdini foutait dans un avion en Australie en 1910? J'en ai pas la moindre idée, mais ça vous fait une anecdote inutile de plus que vous ne pourrez jamais raconter à personne. Edgar Cayce, dont un bras tire son nom, était un mystique américain qui entrait dans des états de transe pour donner des conseils sur, je cite, au début la santé physique, puis les conseils se sont diversifiés et ont porté par la suite sur l'interprétation des rêves, les phénomènes psychiques, la santé mentale, la méditation, la prière, le développement spirituel, le commerce, les vies antérieures et l'Atlantide. Était-ce des bons ou des mauvais conseils? Je ne sais pas, mais ça lui a permis de vendre tout un tas de bouquins sur plein de trucs. Enfin, Yuri Geller est un illusionniste israélien prétendant avoir des dons de télépathie et de psychokinésie, c'est-à-dire la faculté d'agir sur quelque chose de physique simplement par la pensée, comme au hasard plier des cuillères. Et il n'y a pas que ça qui le relie à Kadabra, vous allez voir. Il y a un détail qui sépare Yuri Geller des deux autres, et ça se joue au niveau de leur date. Quand le premier jeu Pokémon est sorti, Houdini et Cayce étaient morts depuis des décennies. Mais Geller, à l'heure où j'écris ces lignes, est toujours en vie, et donc a vu l'apparition et la popularisation de la licence Pokémon. Et laissez-moi vous parler un petit peu de sa vie avant ça. En 1971, un élève ingénieur assiste à un spectacle de Geller et il trouve ça vraiment nul à chier. Il poursuit donc en justice son producteur, il remporte le procès et gagne 5 $. Sauf que ça a manifestement donné l'idée à Yuri de mettre des procès à tout le monde. En 1989, Yuri Geller colle un procès à Randy James pour avoir déclaré dans une interview qu'il avait exposé une astuce pour un détour de Geller à un scientifique. En 1992, il colle un autre procès à Randy pour une citation d'une autre interview. En 1991, il colle un procès à l'agence de publicité Fallon McElliott et l'entreprise de montres Timex Corporation pour une pub dans laquelle quelqu'un arrive à tordre des cuillères avec la pensée mais n'arrive pas à arrêter une montre. Et comme c'est vraiment une plainte de merde, il a pris 150 000 $ d'amende. En 1998, une plainte de Geller a été rejetée par la BSC, chaîne de télévision anglaise, parce que c'est trop pas gentil de dévoiler les secrets des médiums dans votre émission Les Secrets des Médiums. Et en 1999, il a failli coller un procès à Ikea parce que, tenez-vous bien, une série de meubles s'appelait Yuri.
C'est des putains de tabourets avec des pieds qui font des vagues. Le mec est chiant. Et en 1996, Nintendo débarque avec Kadabra, en vieux Youngerer, Pokémon qui plie des cuillères et qui fait de la télékinésie. On pourrait se dire c'est sympa, c'est un hommage, en plus pour une fois on sous-entend qu'il a vraiment des pouvoirs, ça change de d'habitude, c'est cool. Mais Yuri, il s'est pas dit ça. Il a vu Kadabra et il s'est dit mais ces symboles là qu'on voit sur cette créature à mon nom, qui sont, on le rappelle, des symboles de cartes d'expérience de pouvoir psychique, est-ce qu'ils représenteraient pas un certain parti allemand au pouvoir de 1933-1945 ? Et si je leur faisais un procès ? Et donc en 2000, Geller colle un procès à Nintendo en demandant 60 millions de livres en disant « Nintendo m'a transformé en personnage de Pokémon méchant et occulte ». Et le résultat de ce procès, c'est que pendant quasiment 20 ans, Kadabra a disparu. À partir de 2003, on n'a plus de carte Kadabra et Alakazam devient un Pokémon de base, et à partir de 2006, on le voit plus dans l'animé ni dans aucune animation Pokémon officielle. Et ça ne s'arrêtera qu'en 2020, quand Yuri tweetera qu'il est désolé et enverra une lettre à Nintendo pour autoriser à nouveau la sortie des cartes. Et l'histoire n'est même pas terminée. Suite à son tweet et sa lettre, Geller a été contacté par Nintendo qui lui a proposé de dédicacer 151 cartes Kadabra pour les vendre et lever de l'argent pour des associations caritatives. Et il a dit non. Deux dernières anecdotes sur le bonhomme avant de passer à la suite. Il accueille chez lui des enfants atteints de cancer dans le cadre d'actions de charité, et il a déclaré en 2018 que John Lennon lui avait donné un œuf d'extraterrestre. Un mec bien barré qui a inspiré un Pokémon qui me paraît depuis mes recherches beaucoup plus intéressant. Famille suivante, et c'est dur de passer après les trois qu'on a eu juste avant. C'est dur, surtout quand on est un bodybuilder à poil. Machoke, Machopper et Maconior sont des Pokémon humanoïdes très musclés, d'où le bodybuilder, avec une peau bleu-grise, 3 crêtes et une queue pour Machoke, donc on va mettre reptile pour tout le monde. À part ça, on a une ceinture de catch pour Machopper et 4 bras pour Maconior, potentiellement inspiré de certains dieux hindous à 4 bras comme Shivu ou Vishnu. Remarque intéressante que j'ai vu passer en faisant mes recherches, les lignées des Machotrucs et celles des Abramachins sont opposées. Les deux comportent 3 évolutions, un petit, un moyen, un grand comme d'habitude, et on a d'un côté la force mentale et de l'autre la force physique, avec des couleurs quasiment opposées. D'ailleurs, les deux familles sont du type qui est exactement de la couleur opposée à leur couleur principale. Le type Psy en violet pour les Pokémon plutôt jaunes de la lignée Abra, et le type Combat en orange pour les Pokémon bleus de la lignée Machop. On passe à la famille suivante et j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous savez ce qui est plus chiant qu'une lignée de Pokémon tous basés sur des animaux, comme Chonipan, Chrysacea et Papillusion ? Une lignée Pokémon basée sur un seul animal ou insecte, comme Aspico, Concours, Dardanian. Et est-ce que vous savez ce qui est encore plus chiant qu'une lignée basée sur un seul être vivant sous plusieurs formes ? Une lignée basée sur un seul être vivant tout court. Chétiflore, Boostiflore et Ampiflore sont des plantes carnivores du genre Nepenthes genus, une famille de plantes d'Asie du Sud-Est qui comporte une urne dans laquelle glissent des insectes qui se posent sur la plante et qui contient des sucs digestifs. C'est un genre d'estomac avec de la sève. Et voilà, c'est la lignée la moins inspirée de la vidéo, donc on enchaîne avec Tentacool et Tentacruel. Ces deux-là, c'est globalement un mélange de plusieurs bestioles aquatiques plus ou moins dégueu. On a premièrement la méduse, et en raison du nombre de tentacules très réduit de Tentacool, on va choisir la Carukia barnesi, une toute petite méduse d'Australie qui mesure généralement moins de 5 cm et dont la piqûre peut causer le syndrome d'Irukandji. Le syndrome d'Irukandji, causé par les piqûres de certaines espèces de méduses, étant bien sûr caractérisé par, ouvrez les guillemets, d'intenses maux de tête, des douleurs au dos, des douleurs musculaires, des douleurs à la nuque, des douleurs abdominales, des nausées et vomissements, une transpiration apparente, de l'anxiété, de l'hypertension, de la tachycardie et un œdème pulmonaire. Bref, c'est une petite méduse trop sympa. Mais si vous aimez les animaux marins dégueulasses, attendez de voir celui dont Tentacruel tirait son nom original. La vessie de mer, ou en anglais portugais Manowar, ce qui a donné Manowar, le nom de la version bêta dans rouge et bleu de Tentacruel. La vessie de mer n'est pas une méduse, même si elle ressemble beaucoup à rien, comme les méduses, c'est un siphonophore, c'est-à-dire une colonie de petits individus gélatineux formant un gros truc vivant et dégueulasse avec de longs filaments urticants pouvant parfois causer la mort. Et si vous vous dites que vous aimeriez pas en croiser juste en voyant la photo, sachez qu'on n'a pas encore évoqué le pire. Devinez la taille de ce machin. Wikipédia nous dit, sous le flotteur partent de longs filaments de plusieurs mètres de long, 10 mètres en moyenne mais faut atteindre jusqu'à 50 mètres. Ah oui, et aussi, j'allais oublier, il se déplace parfois en bancs de plusieurs millions. Comme quoi la nature c'est pas juste dégueulasse, c'est dégueulasse dans des proportions qu'on peut même pas imaginer. Enfin, le fait de pouvoir tirer des lasers depuis des gemmes sur la tête des deux Pokémon est probablement une référence aux monstres de série B des années 50, particulièrement ceux avec des gros yeux d'insectes qui viennent souvent pour détruire le monde ou tuer des gens et tirer des lasers. Et on atteint la moitié de la première génération avec Rakaillou, Gravalanche et Grolem. Alors déjà, gros Golem, tous les trois. On est sur des Pokémon golémiques. A la base, le golem est un tas d'argile humanoïde animé qui sert de serviteur. Mais il existe aussi des versions dans à peu près tous les matériaux imaginables, notamment en fer et en pierre, comme nos 3 gros cailloux. Bon, Rakaillou c'est vraiment juste un putain de caillou. Gravalanche a 4 bras, donc on va ressortir nos dieux hindous et on va mettre Shiva. Et on va également ajouter une nouvelle créature du folklore japonais, le Tsuchinoko. On en a vu beaucoup et on en verra beaucoup des créatures mythologiques, mais celle-là c'est une de mes préférées. C'est un serpent de quelques dizaines de centimètres qui est obèse. Il est super gros au milieu de son corps et il écrase les gens. Et d'après certains, il peut sauter jusqu'à 5 mètres de haut et ressauter quand il est en l'air.
C'est un serpent obèse avec un double jump. Je trouve ça très bof comme légende, et ça me fait bien rire. Et Grelem ressemble à une tortue, avec sa petite tête, ses petits membres et son dos renforcé. Et certaines sources le relient aux légendes de tortues portant le monde, qui existent dans beaucoup de mythologies qui viennent de plein de pays et de cultures différentes. Donc on peut ajouter Tortue Monde à nos inspirations. On passe à Ponyta et Galopa, qui sont un cheval en feu et une licorne en feu. Ça commence à faire beaucoup d'animaux en feu dans cette génération, et on est loin d'avoir fini. Il existe plusieurs créatures mythologiques qui sont des chevaux ou des créatures y ressemblant en feu, mais les plus proches ce sont les chevaux d'Hélios, dieu du soleil dans la mythologie grecque, qui traverse chaque jour le ciel sur son char tiré par des chevaux enflammés. C'est badass, mais je préfère le serpent obèse qui saute. Beaucoup moins badass, Ramolos et Flagados sont des Pokémon mous et un peu nuls. On est sur une espèce de mélange d'hippopotame et de salamandre japonaise. Un animal qui n'est pas seulement très moche, mais qui est aussi très grand, jusqu'à 1m50, soit quand même 10 cm de plus que sa chat. La couleur rose rappelle aussi les axolotls, et on sait que Ramolos peut faire repousser sa queue quand il la perd, ce qui arrive souvent, parce qu'il est extrêmement intelligent, et qui est inspiré de l'autotomie, c'est-à-dire la capacité d'abandonner une partie de son corps. En fait, l'axolotl n'a pas cette capacité d'autotomie, mais il a la capacité de régénération, qui lui permet de faire repousser des membres perdus, voire des morceaux de son cerveau. Comme Ramolos, qui à défaut d'avoir un cerveau, peut faire repousser sa queue. Pour Flagados, on est sur les mêmes animaux, et comme j'ai pas la place de tout mettre, on va tricher en disant qu'il est inspiré de Ramolos, mais aussi de Coquillas. Je triche 2 fois pour le même Pokémon, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et on va ajouter une petite légende rigolote pour le turban de Flagados, qui est basé sur le Sazae Oni, un yokai escargot turban démon, qui peut se transformer pour monter sur les bateaux des marins. La légende raconte qu'un équipage de pirates a aperçu une nuit une femme qui se noyait et l'a secourue, pas par bonté de cœur, mais plutôt afin de commettre des actes punis de 15 ans d'emprisonnement en France, ce que les pirates ont fait pendant la nuit. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme était en réalité un Sazae Oni, et qu'elle a ensuite été voir tous les pirates qui dormaient pour leur arracher les couilles avec les dents, avant de leur demander de l'argent. Les pirates ont donc échangé tout l'or du capitaine pour racheter leur bourse, qu'on appelle donc en japonais les Golden Balls. Une charmante petite histoire du soir à raconter à vos enfants avant de dormir donc, et comme j'en ai un peu marre des légendes japonaises, on passe à un truc beaucoup plus terre à terre, Magnéti et Magnéton. C'est des aimants avec des vis, et c'est probablement une objectification de l'électromagnétisme vu qu'ils utilisent les champs électromagnétiques pour l'éviter. Certaines sources relèvent qu'il apparaît pas très loin du Ranch Meumeu, à ne pas confondre avec le Ranch Lon ou la Prairie Meumeu, qui sont d'autres endroits de jeux Nintendo avec des vaches et des noms vachement inspirés, et que ça pourrait faire référence au mythe des extraterrestres qui kidnappent des vaches en soucoupe volante. Comme ils n'apparaissent là que dans la 2e génération et que ça me paraît un peu trop anecdotique, je ne le compte pas dans les inspirations. On retourne dans les trucs inspirés avec Canard Ticho, qui est, vous le dites avec moi, un canard avec un oignon japonais. Pourquoi un canard avec un oignon japonais? Parce qu'il existe une expression japonaise, d'où Canard Ticho tire son nom original, qui parle d'un canard avec un oignon vert et qui a 2 sens. Le premier sens, c'est que comme l'oignon vert ça va bien dans la soupe de canard, un canard qui se promène avec un oignon vert c'est inattendu mais une bonne surprise, comme dans Pokémon Rouge et Bleu quand on rencontre au hasard quelqu'un prêt à nous échanger son Canard Ticho contre un Piafabec, Pokémon beaucoup moins rare. Mais le deuxième sens de l'expression, c'est que c'est quand même un peu con pour un canard de se promener avec un assaisonnement pour le manger. Donc quelqu'un d'un peu naïf à qui on peut faire des coups bas, c'est un canard avec un oignon vert. L'équivalent français un peu bancal de cette expression, ce serait être le dindon de la farce. Et le dindon, c'est toi, quand tu échanges un Pokémon qui peut évoluer 2 fois contre un Pokémon de base qui n'évoluera jamais, et qui a des stats qui sont désastreuses. Donc la 3e inspiration de ce Pokémon, c'est cette expression japonaise, dont on perd malheureusement le sens en français parce qu'elle est intraduisible. On continue à alterner les lignées intéressantes et celles très peu inspirées avec Doduo et Dodrio. Bien que le nom semble indiquer qu'il s'inspire du dodo, une espèce d'oiseau plutôt moche éteinte depuis des siècles car trop chassée par l'homme, on va plutôt prendre le moa, une autre espèce d'oiseau plutôt moche éteinte depuis des siècles car trop chassée par l'homme, mais beaucoup plus grande que le dodo et plus ressemblante à nos 2 Pokémon. Pour Doduo on en met 2 et pour Dodrio on en met 3. Et pour le dernier élément, je vais avoir besoin de vous. Certaines sources parlent des Asuras, des demi-dieux bouddhistes avec 3 visages représentant chacun une émotion, la colère, la joie et la peine. Et en regardant bien, c'est vrai que la tête de gauche a toujours l'air un peu triste. Par contre, pour les 2 autres, je vois pas en quoi elles sont censées représenter 2 émotions différentes. Et en tant que personne qui n'a jamais regardé un épisode entier de l'anime Pokémon, je vous demande, est-ce que vous connaissez un ou des épisodes de l'anime dans lesquels on voit un Dodrio et qui permettraient de valider ou réfuter cette théorie? Si vous en avez, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et on passe à la suite. Otaria et Lamantine sont des Pokémon que je trouve vraiment pas fous, notamment parce que c'est juste des phoques, plus précisément des bébés phoques du Groenland. Y a pas que ça bien sûr, le corps ressemble aussi à celui du beluga, la corne rappelle le narval, les défenses rappellent le morse, on va juste mettre animaux arctiques et ce sera très bien. On rajoute Jet-D'eau et Sirène pour la forme de la queue respectivement d'Otaria et de Lamantine, et on est bon. On va faire un petit jeu, je vous donne un indice pour le prochain et vous essayez de le deviner. Attention, caca. Oui, c'est nul comme indice, mais je suis sûr qu'au moins la moitié d'entre vous avait trouvé Tanmorve et Gros Tanmorve. Bon, c'est malheureusement pas vraiment du caca, parce que chez Nintendo les intestins, les flingues, les bombes et les tumeurs, ça passe, mais le caca, c'est non. À la place, c'est juste
juste un mélange de déchets et de boue. Petite parenthèse sur les formes de galard de tas de morve et surtout de gros tas de morve, qui sont très colorés et qui font référence aux taches d'huile ou de pétrole, qui ont cet effet irisé qui est très joli. Regardez comme c'est beau cette marée noire. D'ailleurs, encore un jeu avant de fermer cette parenthèse, quelle proportion des espèces d'animaux qu'on a cités jusqu'à maintenant sont en voie d'extinction ou disparues à cause de l'homme? Ouais. Et quelle proportion des animaux qu'on a cités ou qu'on va citer sont en voie d'extinction ou disparus à cause de l'homme? On est dans la merde. Et en parlant de ça, si on examine bien notre tas de caca qui n'est toujours pas du caca mais de la boue, on remarque qu'il a 3 doigts, comme le Dolotabo, un yokai vivant dans les rizières et qui sort de la boue pour engueuler les gens qui ne s'occupent pas assez de leur champ. Il y a une petite histoire autour du Dolotabo, mais ça parle plus de femmes qui pondent des œufs de serpent que du yokai lui-même, donc on va s'en passer. Et gros tas de morve, c'est un gros tas de caca, déchets et autres trucs qui puent. Coquillas et crustabris sont inspirés d'animaux marins, notamment la coquille Saint-Jacques, dans la manière de se déplacer, la palourde pour l'apparence et une perle pour crustabris. Sauf que, il existe un combat dans Pokémon Or et Argent contre 2 dresseurs, un homme et une femme, qui envoient comme Pokémon respectifs un Onix et un crustabris. Vous avez pas compris? Attendez, on va illustrer ça. Voilà. Si vous avez toujours pas compris, c'est pas grave, mais on va ajouter un petit chat femelle tout mignon dans nos inspirations quand même. Phantominus, Spectrum et Ectoplasma, dont les noms japonais sont Phanto, Fantôme et Gengar, sont 3 Pokémon de la même lignée, mais tous les 3 inspirés de choses plutôt variées. Phantominus est un esprit inspiré des Onibi et des Hitomada, qui sont respectivement des esprits qui viennent des corps des animaux et des humains et qui aspirent l'âme de ceux qui passent à côté, et l'âme des gens morts qui s'est séparée de leur corps. Déjà c'est méga glauque, et ensuite retenez cette inspiration pour le moment où on parlera d'Osley. Pour Spectrum, on va mentionner l'Akaguchi, un yokai qui ressemble à ça, ainsi que l'Akaname, un autre yokai qui lèche des trucs crado, sans commentaire, et certains mentionnent aussi le Fuyurei, un type de fantôme japonais qui tue des gens, mais on a déjà 2 yokai donc on va s'en passer. Et pour Ectoplasma, on a les Oni, qui sont des, je cite, yokai ou démons ou trolls ou orques de la mythologie japonaise. C'est des humanoïdes massifs avec la peau colorée, 2 cornes et un grand sourire carnassier, l'inspiration est assez évidente. Il y a une autre inspiration à laquelle j'avais pas du tout pensé qui me paraît honnêtement assez improbable, mais que je vais mettre quand même parce que je la trouve très cool. Le chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un chat avec un grand sourire qui reste en l'air quelques secondes quand lui s'efface. J'y crois pas trop, mais ça marche quand même pas mal et je trouve ça bien classe. On reste sur des Pokémon classe avec Onix. Premièrement, c'est un ver de terre en caillou, ce qui est pas très classe, mais surtout il est basé sur l'une de mes créatures fictives préférées de la vidéo, l'Olgoi Korkoi, ou, accrochez-vous bien, le ver de terre mongol de la mort. C'est un ver de terre géant d'1,50 m environ, censé exister dans le désert de Gobi, et qui aurait une salive empoisonnée capable de tuer les gens. Et il existe un film qui s'appelle Le ver de terre mongol de la mort, et ça a encore une fois l'air incroyable. Soporifique et Hypnomade sont tous les deux basés sur le Baku, une créature mythologique japonaise qui mange les cauchemars des gens, capacité que possèdent nos 2 Pokémon. Pour les apparences, on leur ajoute un animal avec un gros nez chacun, avec le tapir d'Amérique du Sud et le nazik d'Indonésie, et on peut mettre Hypnotiseur pour Hypnomade avec son pendule. Krabi, qui en japonais s'appelle Crab, est un crabe. Plus précisément, on mélange entre le Heikegani et le crabe barboteur de sable. Et Krabos est un mélange de crabe violoniste, de crabe géant de Tasmanie et de crabe royal, et on se fait tellement chier qu'on passe à Voltorb et Electrode. Vous êtes à peu près tous au courant que les deux se basent sur une Pokéball. Mais la Pokéball elle-même, de quoi est-elle inspirée ? Ah, tout de suite ça fait moins les malins, hein. En réalité, cette forme de sphère avec 2 moitiés colorées différemment est inspirée des capsules dans les gachapon, des machines qui distribuent des petits jouets dans des petites boules en plastique. D'ailleurs, si vous allez au Japon, n'hésitez pas à aller regarder les jouets parce que des fois ils sont très chelous. Genre des corbeaux sur des poubelles, des isopodes, des bijoux en poulet frit, des feux de signalisation ou encore des animaux qui font caca, bref, c'est le Japon. On ajoute le concept de charge électrique, non seulement parce que les 2 Pokémon ont chacun 2 pôles, mais aussi parce qu'on en a un content et un fâché et qu'ils ont des couleurs opposées, ils sont aussi opposés l'un à l'autre. Et enfin, comme c'était pas assez rigolo, ces 2 trucs explosent. Donc on rajoute bombe, parce que pourquoi pas. On attaque le dernier tiers avec Neneuf et Noix de Coco, qui sont des Pokémon que je n'aime personnellement pas trop. Ça en fait beaucoup que j'aime pas trop dans cette vidéo, mais franchement, vous vous attendiez à quoi de la part d'un mec dont le Pokémon préféré c'est un Solourdo ? Neneuf, c'est des œufs qui sont télépathes. Pourquoi, comment, on sait pas et on s'en fout. Noix de Coco est un palmier avec des têtes à la place des noix de coco, ce qui semble inspiré du Jin Menju, un yokai arbre avec des têtes à la place des fleurs. Certains évoquent aussi les Asura, les demi-dieux avec 3 visages montrant chacun une émotion, mais Noix de Coco a régulièrement plus que 3 têtes et je vois toujours pas la tristesse, la joie et la colère, donc je laisse ça de côté. Encore une fois, si vous avez un moyen de prouver ou de réfuter cette théorie, je suis preneur. Alors, les 2 qui arrivent, je les aime beaucoup pour 2 raisons. C'est Osley et Ossatueur. Et pour expliquer pourquoi je les aime bien, on va rajouter une 3ème ligne pour Gardia.
Si vous savez pas qui est Gardia, c'est normal, on va y venir. D'abord, on va parler du plus simple. Ils ressemblent à des dinosaures bipèdes et se servent de leurs os comme d'un boomerang. Donc on met dinosaure et boomerang. Ensuite, la première raison pour laquelle je les aime bien, le crâne sur la tête. Je cite le Pokédex, il porte sur la tête le crâne de sa mère morte. Quand il devient solitaire, on dit qu'il pleure à chaudes larmes. C'est super triste. Alors pourquoi? Écoutons ce que dit Satoshi Tajiri, un des créateurs de Pokémon et le président de Game Freak, dans une interview de 97. Quand quelque chose que tu as élevé meurt, tu es incroyablement triste, non? C'est pourquoi j'ai décidé que les Pokémon ne mourraient pas. Quand ils perdent un combat, ils s'évanouissent. Et puis il y a Osley, qui est né de l'idée que ce serait tellement trop triste qu'un Pokémon meure. Osley est donc basé sur l'idée que ça serait triste qu'un Pokémon meure. Et pour Ossature, c'est pareil, sauf que c'est l'idée qu'un Pokémon meure et qu'il soit vénère. Manifestement, les Pokémon qui tuent des gens ça va, mais les Pokémon qui meurent ça va pas. Mais soit on est dans le monde de Pokémon, on va pas commencer à chercher la petite bête partout. La deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup cette lignée, c'est Gardia. Parmi les Pokémon abandonnés de la première génération, on trouve des Pokémon qui sont sortis plus tard dans d'autres générations comme Steelix, des Pokémon qui ont changé de design et qu'on a revu plus tard comme Porygon 2, et des Pokémon qui ont juste disparu et qu'on n'a jamais revu, comme Cedruc, et surtout comme Gardia, dont on a seulement un sprite de dos. Et ce qu'on voit, c'est un Ossatueur plus grand, avec dans ses bras ou dans sa poche un petit Osley, ce qui rappelle énormément Kangourex, un autre Pokémon de la première génération qu'on verra dans environ 5 minutes, et que pas mal de théories de fans relient à la lignée d'Osley et d'Ossatueur. Donc théorie en partie confirmée, rip la maman d'Osley et on avance. Kikli et Tignon ne font pas partie de la même lignée, mais on va les traiter ensemble parce qu'ils sont tous les deux inspirés de vrais sportifs japonais. Le premier est Tadashi Sawamura, un kickboxer japonais des années 60 très connu dans son pays et qui a terminé sa carrière avec seulement 5 défaites pour 232 victoires. En comparaison, Mike Tyson a gagné environ 75% de ses matchs, alors que Tadashi en a gagné presque 95% et qu'il en a fait 4 fois plus. C'est un monument du kickboxing et Kikli, en japonais Sawamura, lui fait hommage. Le deuxième, Hiroyuki Ebihara, est un boxeur japonais de la même période, plusieurs fois champion du monde dans sa catégorie de poids. Il a lui aussi gagné plus de 90% de ses matchs et le nom japonais de Tignon, Ebiwalar, est là encore une référence claire aux sportifs. Kikli est également inspiré du Xing Tian, une divinité chinoise qui s'est fait décapiter mais continue à se battre, et chose que je ne savais pas avant cette vidéo, ses jambes peuvent s'étendre comme des ressorts. Et on va aussi mettre box pour Tignon parce qu'il doit faire des pauses toutes les 3 minutes, durée d'un round de boxe, et parce qu'il porte des gants. Excellent. Vous vous souvenez de l'Akaname, ce yokai qui lèche des trucs sales? Bah Excellent, c'est un mélange entre ça et une salamandre sans poumon, une famille de salamandres qui respirent par la peau et qui sécrètent une substance gluante qui colle. Vous trouvez ça crado? Petit joueur. Smogo et Smogogo sont inspirés du smog, un brouillard de pollution parfois présent dans les grandes villes comme Londres, New York ou encore Pékin. Ils sont aussi inspirés de bombes navales dont ils ont la forme et la capacité de flotter, et si vous trouvez que les bombes et la pollution dans les équipes des gamins c'est pas crado, on va se pencher sur la deuxième petite tête de Smogogo. Il y a deux possibilités, soit c'est une tumeur, soit c'est des siamois. Vous choisissez votre interprétation, mais les deux sont des choses qui posent souvent des problèmes de santé. Et en plus, c'est un Pokémon qui pue. Rhinocorne et Rhinophéros sont des rhinocéros, quelle surprise je sais. Les deux ressemblent aux rhinocéros indiens, mais on va leur ajouter respectivement Luintatherium et Baragon. On a déjà parlé de Baragon avec la lignée de Nidoran, mais on n'a pas encore parlé de Luintatherium, qui est une espèce de gros rhinocéros préhistorique avec un crâne qui ressemble à ça. Et aussi, ça, c'est une perceuse. Le seul truc vraiment intéressant à dire sur ces deux Pokémon, c'est que Rhinophéros, c'est le premier Pokémon jamais créé. C'est le premier des 17 Pokémon dessinés en 1990, 6 ans avant la sortie du premier jeu. Et le 7ème, c'est Neuneuff. Heureusement qu'ils en ont rajouté. Le Vénard, c'est un axolotl, mais gros et avec un œuf, donc une poule. Et c'est aussi le concept de chance. Parce qu'apparemment il est trop chiant à attraper et très rare, et parce que son nom original, c'est Lucky. Sac de nœuds, pour lui c'est un peu compliqué. On va évidemment mettre des vignes, mais il n'y a pas une créature qui ressemble exactement à son design. Les plus proches qu'on peut avoir c'est Méduse, la gorgone de la mythologie grecque avec ses cheveux en serpent, et éventuellement ça. Pas ça, le clown de Stephen King. Ça, le monstre en feuille d'une nouvelle de Theodore Sturgeon qui date de 1941. En gros, c'est un monstre qui se réveille un jour dans une forêt, et il comprend pas pourquoi. Alors il fait des tests, genre tiens, qu'est-ce qui se passe si je démembre ce chien? Bah il meurt. Et qu'est-ce qui se passe si je démembre le propriétaire du chien? Bah il meurt aussi. C'est une créature plutôt mystérieuse qu'agressive, et on retrouve un peu ce côté mystérieux avec Sac de nœuds. Et Boule de nœuds c'est pareil mais en plus gros, mais c'est la génération 4 donc on s'en fout pour l'instant. Encore un Pokémon seul et après on retourne dans les lignées avec des évolutions. Kangourex est un kangourou, probablement un Prococtodon Goliath, une espèce disparue de plus de 2 mètres pour 240 kg, un animal très musclé. Et est-ce que vous connaissez Baragon? Non je rigole. On va quand même mettre Kaiju, parce qu'il a quand même certaines ressemblances, et on a aussi des morceaux d'armure mongole, notamment sur les bras et les jambes et au niveau de la tête. On va enchaîner rapidement 6 Pokémon marins et on commence avec Hippotrampe et Hippocéan, deux hippocampes épineux. Comme il crache de l'encre, on ajoute le poulpe et les pics sur le dos d'Hippocéan sont ceux du Pterois, une espèce de poisson invasif dont la femelle pond 2 millions d'œufs par an et qui possède 18 pics empoisonnés qui peuvent parfois tuer les humains, dont 3 dans le cul. Ça fait beaucoup je sais, pour résumer, joli, invasif, dangereux. Et Anus.
Poissirène et Poissirois sont des poissons, respectivement inspirés du Tosakin et de l'Oranda, deux races de poissons rouges d'Asie. Et pour la corne sur leur front, on va considérer Matsya, l'avatar poisson du dieu Vishnu, qui est souvent représenté avec une corne. Dernier duo marin, Starry et Staros sont des étoiles de mer dites communes pour le premier et tournesol pour le deuxième. Ensuite on va rajouter Bijou pour l'espèce de gemme au milieu, mais pas que. Est-ce que vous connaissez Ultraman ? C'est une série de SF japonaise créée dans les années 60 dans laquelle Ultraman, un alien guerrier de l'espace, combat des kaiju et d'autres aliens. Et j'ai pas regardé la série parce que ça prendrait un mois sans interruption pour tout regarder, mais vous avez compris l'idée. Et si vous regardez bien, vous remarquerez cette espèce de gemme luisante sur le torse appelée Color Timer, qui clignote quand ils sont faibles et qui agissent un peu comme leur cœur, ce qui est aussi le cas pour Starry et Staros. Monsieur Mime est un mime, un artiste qui fait des mimes, jusque là c'est dans le nom, et avec ses cheveux et ses pieds en forme de chaussures malicieuses, on peut ajouter Fou du Roi. Rien d'autre à dire, on passe à un sécateur qui est basé sur une montre religieuse avec des faux au bout des bras. Est-ce que c'est tout? Non. On a aussi un yokai qui s'appelle le Kamikiri et qui coupe secrètement les cheveux des gens. Alors, c'est pénible, moi ça me ferait particulièrement chier qu'on coupe les cheveux par surprise, mais c'est pas incroyable comme histoire. En fait on peut classer les yokai en deux catégories, ceux qui tuent des gens et font des trucs horribles comme le Kappa, le Fuyurei ou l'Oni, et les autres comme l'Akaname qui lèche des trucs crades ou le Kamikiri qui coupe des cheveux. Et en vrai je pense que mes préférés sont ceux-là. On va voir notre dernier yokai de la vidéo en parlant de Yamoba, une vieille femme monstre avec des longs cheveux blancs qui bouffent des gens, donc c'est clairement un yokai dans la catégorie des dangereux, et qui a probablement inspiré... Liputu. Et il y a quelques controverses au sujet des inspirations de ce Pokémon. Disons que la peau noire et les grosses lèvres, c'est pas super bien passé et plusieurs ont crié au racisme, ce qui a poussé les créateurs à changer légèrement son design et sa couleur de peau dans l'anime et le manga. Mais du coup, racisme ou pas ? C'est une question à laquelle j'ai pas la prétention de pouvoir répondre parfaitement en quelques minutes, mais d'après cet article de Bulba News sur le sujet, il s'agirait plutôt d'une référence au Ganguro, une mode japonaise qui consiste notamment en une décoloration des cheveux et une peau sombre, Ganguro signifiant littéralement visage noir. Si vous voulez plus de détails sur cette controverse, je vous recommande de lire directement l'article dont le lien est en description, sauf si j'ai oublié de le mettre, et on a une troisième inspiration à laquelle j'aurais pas du tout pensé, une chanteuse d'opéra. Sur plusieurs sprites de Liputu, on peut la voir en train de chanter, et certaines sources parlent carrément de la chevauchée des Valkyries, un morceau très connu de Wagner. Pourquoi spécifiquement ce morceau? Aucune idée, j'ai pas les sources pour ça, donc on met juste chanteuse d'opéra. On va faire les 4 suivants assez vite parce que c'est des Pokémon dont on se fout un peu. Certains vont me dire non, tous les Pokémon sont bien, surtout ceux de la première génération. Ok, citez-moi les noms de ces 4 Pokémon. Vous avez pas les 4, je connais personne qui a les 4. Personnellement j'en connais 2, et on va pouvoir les couvrir assez vite parce qu'ils sont inspirés de choses qu'on a déjà vues. Electek est inspiré des Oni, les yokai démons, orques, trolls, farfadets, ce que tu veux, mais aussi du Raijin, dieu de la foudre et des orages dans la mythologie japonaise et dans certaines religions, et des bobines Tesla, des appareils électriques qui permettent de faire des super covers de musique. On ressort la salamandre mythologique du tout début de la vidéo pour Magmar, on rajoute un iguane pour la queue et les épines dorsales, ainsi que le Karura, une créature divine mythologique japonaise avec un corps d'homme et un torse de pierre, un genre de minotaure qui bouffe des graines, ce qui sonne un peu nul, mais qui est en fait plutôt classe. Carabrut, Scarabée. Quel Scarabée? Prosopocoilus inclinatus. Suivant. Tauros est un taureau, jusque là on est d'accord, et il a plusieurs queues, un peu comme certains fouets. On va mettre le chat à 9 queues, un fouet de torture utilisé successivement par les pirates, l'armée de terre britannique et certains allemands pas super sympas, dans certains camps pas super sympas non plus, entre 39 et 45. Magikarp, un Pokémon connu pour puer la merde, mais qui évolue en Léviator, Pokémon connu pour raser des villes, tout cramer et tirer des lasers. Même si je laissais mon gamin de 10 ans partir seul à l'aventure pendant des mois, je ne lui donnerais pas un Léviator. Magikarp est basé sur une carpe koi et certains relient sa bouche toujours verte avec les Koinobori, des drapeaux en forme de carpe qui sont accrochés dans la rue chaque année à l'occasion de la fête de la journée des enfants. Pour Léviator, on part sur un dragon chinois, beaucoup plus allongé que les dragons européens et composé de 9 animaux. Le chameau pour la tête, les bovidés pour les oreilles, les cervidés pour les bois, le serpent pour le cou, le tigre pour les pattes, l'aigle pour les cerfs, le mollusque pour le ventre, les carpes pour les écailles et le démon pour les yeux. Quel gros bordel! Alors pourquoi est-ce qu'un poisson ridiculement faible évolue en un monstre capable de mettre en péril l'humanité quand il est pas content? C'est parce qu'il existe une légende qui dit que si une carpe arrive à remonter une certaine cascade en Chine, elle se transforme en dragon. Légende dont on retrouve également plusieurs références dans les jeux Pokémon. On a bientôt terminé, petit jeu pour réveiller ceux qui dorment. Devinez quel Pokémon est inspiré par les plésiosaures, des reptiles marins préhistoriques, les dracars et le monstre du Loch Ness. Je vais pas vous laisser chercher 30 ans, on parle de Loclas, Pokémon qui ressemble aux 3 inspirations qu'on a citées, rien de plus à dire. Métamorphe, c'est un espèce de blob avec un smiley, c'est pas moi qui le dis, c'est les créateurs, et il peut copier l'apparence de certains êtres vivants, donc on peut mettre Skinwalker. Ça, c'est l'image de Skinwalker sur la page Wikipédia, j'avoue que je sais pas pourquoi ils ont pris celle-là. Celui-ci est intéressant parce qu'il ne l'est pas. Evoli est censé être un Pokémon qui ne représente rien, pour qu'il puisse ensuite évoluer dans une forme avec un vrai type et une vraie origine.
C'est pour ça que c'est un mélange de chat, de chien, de lapin ou de n'importe quel animal de compagnie pour qu'il soit familier et amical sans rien représenter. On met animaux domestiques et rien, et on regarde ces 3 évolutions de la première génération, Aquali, Voltali et Pyroli. Les gars, est-ce que vous saviez qu'en termes d'inspiration de Pokémon, Aquali est basé sur 3 choses? Non seulement il fait partie des Pokémon basés sur des créatures mythologiques, notamment le lion de mer et la sirène, mais il est également basé sur Evoli, normal. Voltali tire sa vitesse du guépard, l'animal terrestre le plus rapide au monde, pouvant courir jusqu'à 110 km/h, quasiment 3 fois plus qu'Usain Bolt, et tire ses pouvoirs électriques du Raiju, une espèce de représentation animale de l'électricité dans la mythologie japonaise. Dernière évolution d'Evoli pour cette génération, Pyroli est un mélange de renard roux et de lapin à tête de lion. Vous voyez pas le lapin? Attendez, je vous montre la photo. Voilà, maintenant vous le voyez. Porygon est inspiré de 2 oiseaux différents qui ne sont pas des oiseaux, les grues en papier et les oiseaux buveurs, un jouet à bascule qui boit de l'eau. Il y a aussi une 3e inspiration plutôt rigolote. Pendant le développement de Rouge et Bleu en 97, plusieurs personnes répétaient à Satoshi Tajiri qu'il allait être trop tard pour sortir un jeu sur Game Boy et qu'il devrait plutôt se concentrer sur des Pokémon en 3D pour la prochaine génération de consoles. Il a donc créé un Pokémon fait de polygones pour un jeu 2D, ce petit marrant. Et les autres ont tous fermé leur gueule. 5 Pokémon préhistoriques maintenant. Amonita et Amonistar sont des ammonites, des mollusques fossiles. On a aussi le Nautiloid pour Amonistar, une classe de mollusques, rien de bien fou. Kabuto et Kabutops sont également inspirés d'animaux préhistoriques qu'on va citer en vrac, Trilobite, crabe fer à cheval, scorpion de mer et Chérurus. 2 derniers trucs préhistoriques pour Ptera, les ptérodactyles et les animaux de l'ordre des Ramporhynchoidea. Et on rajoute la Wyvern, un dragon mythologique avec 2 pattes dont on voit notamment l'inspiration dans la forme méga de Ptera. Ronflex est inspiré de 2 choses, un ours qui hiberne et Koji Nishino, un des designers de Game Freak. Pourquoi Koji Nishino? Regardez bien la photo, je pense que vous allez le voir. Les 3 membres du trio d'oiseaux légendaires de la première génération, Articodin, Elector et Sulfura, ont la même structure en termes d'inspiration. Une saison, un oiseau réel et un oiseau mythologique. Pour Articodin, on a l'hiver, le jet à face blanche et l'Uma, oiseau mythologique iranien. Pour Elector, c'est l'été, les colibris et l'oiseau tonnerre, présents souvent sur les totems indiens. Et pour Sulfura, on a le printemps, le héron et l'oiseau vermillon, un oiseau mythologique chinois lié au feu. Avant-dernière lignée de cette génération, Mini Draco, Draco et Dracolos peuvent être regroupés en 2 blocs. Les 2 premiers d'un côté et Dracolos de l'autre. Mini Draco et Draco sont plutôt similaires. Les 2 sont inspirés du serpent de mer et de l'Imugi, un sous-dragon ressemblant à un serpent de mer et vivant dans une grotte. On ajoute Hermès pour les ailes et on peut passer à Dracolos qui est un dragon. Quel type de dragon? Tous. Japonais, européens et chinois, on a des éléments des 3. Enfin, les 2 derniers Pokémon de cette vidéo, Mew et Mewtwo. Mewtwo n'est pas l'évolution de Mew, mais un clone créé par des scientifiques et les 2 sont quand même très liés, donc on les traite ensemble. Pour Mewtwo, on va avoir un embryon, un alien gris et une salamandre, et on ne va garder que l'embryon pour Mew et remplacer la salamandre par le chat. Et pour parler du tout dernier élément de cette vidéo, on va parler de Lucas. Pas lui. Lucas, c'est un organisme qui a vécu il y a environ 4,2 milliards d'années et c'est l'ancêtre commun de toutes les espèces vivantes. C'est-à-dire que toutes les espèces actuellement vivantes en descendent. Ton ancêtre c'est Lucas, l'ancêtre de ton chat et de la plante sur le rebord de ta fenêtre aussi, et c'est même le cas pour les bactéries dans la bouteille d'eau que tu laisses près de ton lit depuis plusieurs mois. Et de la même manière, tous les Pokémon descendent de Mew, ce qui fait de Lucas la dernière inspiration de Mew, de la génération et de cette vidéo. Merci à ceux qui sont encore là d'être restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et utiliser les commentaires pour débattre, compléter ce que j'ai dit ou réclamer une potentielle suite sur les générations suivantes. Les ours sont en description si vous voulez aller y faire un tour, prenez soin de vous, à la prochaine.